Le général Léonard Moreau était assis dans son modeste bureau de l'état-major militaire, le poids du monde pesant lourdement sur ses épaules. Les murs étaient ornés de distinctions et de photographies relatant son illustre carrière, des moments de bravoure et de camaraderie capturés dans le temps. Mais aujourd'hui, l'air était différent, chargé d'une électricité troublante. Ses doigts tambourinaient nerveusement contre la surface en chaîne polie de son bureau alors qu'il fixait la lettre devant lui, son sceau indéniablement formel et inquiétant. Avec un soupir qui sembla résonner dans le silence de la pièce, il reprit la lettre. Les mots lui sautèrent dessus, irréguliers et accusateurs. « Vous êtes convoqué devant le tribunal. » Le message était clair, il était accusé de mauvaise conduite lors d'une récente mission humanitaire dans une région déchirée par la guerre. C'était tout ce qu'il pouvait faire pour empêcher ses mains de trembler alors qu'il relisait la lettre, les implications s'enfonçant plus profondément dans son esprit. Il avait mené son équipe au cœur du chaos, non pas pour la gloire, mais pour apporter une aide à ceux qui en avaient le plus besoin, une mission de bonne volonté qui avait été éclipsée par les mensonges qui menaçaient désormais d'engloutir sa carrière. Il s'était attendu à des défis, mais pas à celui-ci, un procès public orchestré par nul autre que le juge Lucien Dufresne, un homme connu pour ses préjugés et son penchant pour le spectacle. Léonard se leva brusquement, sa chaise raclant le sol alors qu'il se dirigeait vers la fenêtre. Il contemplait les rues animées de Paris, une ville vivante de mouvements mais étrangement indifférente à son agitation. Il pouvait presque entendre le murmure d'incrédulité de ses collègues officiers, de ses amis, qui réagiraient sans aucun doute avec choc à la nouvelle. La communauté militaire a toujours été une famille pour lui, et cette trahison est plus profonde que n'importe quelle blessure reçue sur le champ de bataille. Le soleil était bas dans le ciel, projetant une teinte dorée sur la ville, mais il ne ressentait aucune de sa chaleur. Ses pensées dérivent vers sa plus proche alliée, la capitaine Émilie Roux. Ils s'étaient battus côte à côte, partageant à la fois le rire et le danger. Elle serait dévastée par cette nouvelle. Il décrocha le téléphone, hésita, puis composa son numéro, le cœur battant à tout rompre d'anticipation et d'effroi. « Léonard ?» La voix d'Émilie était un baume apaisant contre la vague de panique montante. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « J'ai reçu une convocation, Émilie. Je suis accusé de mauvaise conduite lors de notre dernière mission, dit-il, sa voix calme, ne trahissant rien du chaos intérieur. Il y eut un moment de silence, une pause lourde d'incrédulité. « Quoi ? C'est absurde. Vous avez sauvé des vies là-bas. C'est vous qui avez insisté pour que nous fournissions de l'aide au lieu de nous engager uniquement dans le combat. Je sais. Mais Dufresne a d'autres projets. Il utilise ma couleur de peau et mes décisions contre moi. » La voix de Léonard se brisa légèrement, la colère bouillonnant juste sous la surface. « Il veut faire de moi un exemple. Dufresne est un lâche, répondit-elle d'un ton féroce. Vous devez lutter contre ça. Nous lutterons contre cela. Je ne le laisserai pas ternir ton nom. » Léonard sentit une lueur d'espoir à ses paroles. « J'apprécie votre fidélité, Émilie. Mais cela ne se limite pas à nous. Le public va en manger. Dufresne est connu pour son théâtre. Ensuite, nous préparerons le spectacle, a-t-elle insisté. Je vais rassembler des preuves, parler aux soldats qui étaient là. Nous devons prouver votre intégrité. Nous devons montrer la vérité. Il hocha la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Merci. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Concentrez-vous sur le procès. Nous nous retrouverons au palais de justice demain. Je serai à vos côtés, a-t-elle promis. Le cœur lourd, Léonard raccrocha et revint à la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur Paris. Il savait que les jours à venir le mettraient à l'épreuve d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il se tiendrait devant un juge qui avait déjà pris sa décision, un homme qui prospérait grâce au pouvoir de l'humiliation. La salle d'audience serait remplie de personnes impatientes d'assister à sa chute, les murmures de préjugés flottant dans l'air. Le lendemain matin arriva avec un froid inquiétant. Léonard revêtit son uniforme avec précision, chaque bouton fermé comme s'il s'agissait d'une pièce d'armure. Il s'admirait dans le miroir, reflet d'un homme qui avait consacré sa vie à servir son pays désormais éclipsé par un sombre nuage d'accusations. Il ne pouvait pas se permettre de faiblir. Il ne laisserait pas Dufresne gagner. À son entrée dans le palais de justice, l'atmosphère était électrique, une tension palpable emplissant l'air. Les journalistes se déplaçaient, leurs appareils photo clignotant alors qu'ils capturaient chaque instant. Le public s'était rassemblé, mélange de partisans et de détracteurs,
le visage flou d'émotion. Le cœur de Léonard s'emballa, mais il se ressaisit, se rappelant qu'il n'était pas seul. Émilie serait là et elles affronteraient cela ensemble. La salle d'audience était grandiose, les hauts plafonds faisant écho au murmure de la foule. En entrant, il sentit le poids de 1000 lieues sur lui. Le juge Dufresne était assis au banc, avec une expression de supériorité suffisante, un homme qui a prospéré grâce à la souffrance des autres. « Général Moreau, » commença le juge, la voix débordante de condescendance. « Vous êtes ici aujourd'hui pour répondre des fautes présumées commises au cours de votre mission. Il semble que nous ayons beaucoup de choses à discuter. » Léonard gardait la tête haute, refusant de se laisser intimider. « Votre honneur, je suis ici pour défendre mes actions, pas pour offrir un spectacle. » Des rires éclatèrent dans le public et les lèvres de Dufresne se retroussèrent en un sourire narquois. « Ah, le noble général parle de divertissement, pourtant c'est vous qui avez transformé une mission humanitaire en farce. Dites-moi, est-ce le feu ennemi qui vous a fait dévier de vos ordres, ou était-ce votre propre jugement? » « Votre honneur, je... » commença Léonard, mais le juge l'interrompit. « Assez. Écoutons les témoins, » a déclaré Dufresne, se délectant du chaos qu'il créait. Au fur et à mesure que le procès avançait, Léonard écoutait les témoignages, chacun déformant le récit en une parodie grotesque de la vérité. Le juge s'est ouvertement moqué de lui, se réjouissant de l'humiliation. Léonard sentit s'allumer en lui un feu, une détermination alimentée par l'injustice qui se déroulait devant lui. Il ne permettrait pas à Dufresne d'effacer son héritage. À l'extérieur du palais de justice, Émilie était occupée à rassembler ses pensées, l'esprit occupé à réfléchir à des stratégies pour contrer les tactiques du juge. Elle savait qu'elle devait agir rapidement, pour rallier des soutiens et découvrir la vérité. Elle s'approche d'un groupe de soldats ayant servi sous les ordres de Léonard, le visage mêlé de confusion et de colère. « Écoutez » aplatait-elle, sa voix ferme et autoritaire. « Nous avons besoin de votre aide. Le général Moreau fait face à de graves accusations, et nous savons tous que ce sont des mensonges. Nous devons être unis et montrer au monde qui il est vraiment. » Un soldat s'avança, l'expression résolue. « Je suivrai Léonard en enfer. Il m'a sauvé la vie là-bas. Que attendez-vous de nous ?» Émilie ressentit un élan d'espoir. « J'ai besoin de témoignages. Nous devons prouver son caractère et le courage dont il a fait preuve lors de cette mission. Nous devons contrer le récit de Dufresne. » Les soldats hochèrent la tête, leur camaraderie allumant un feu en eux. Ils ont commencé à partager leurs histoires, racontant des moments de bravoure de Léonard, de son esprit inflexible et du respect qu'il inspirait. Chaque récit était un fil conducteur dans la tapisserie de son honneur, et Émilie écoutait attentivement, prenait des notes, déterminée à utiliser leurs paroles pour lutter contre la marée des préjugés. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur les marches du palais de justice, Émilie ressentit un sentiment renouvelé de détermination. La bataille venait tout juste de commencer, mais elle était prête à affronter la suite des événements. Elle ne laisserait pas les cruelles machinations de Dufresne réussir. Ensemble, ils découvriraient la vérité, et Léonard renaîtrait des cendres de ce procès, ininterrompu et justifié. Émilie Roux était assise à son bureau, le poids du monde sur ses épaules. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre, projetant de longues ombres dans la pièce remplie de piles de papiers et de rapports militaires. Elle feuilleta les pages, son esprit s'emballant alors qu'elle se préparait à la tâche ardue qui l'attendait. Le général Léonard Moreau, son cher ami et mentor, faisait face à un procès injuste qui menaçait de ruiner son illustre carrière. Le juge corrompu Lucien Dufresne l'avait dépeint comme un méchant, et Émilie était déterminée à découvrir la vérité. Elle inspira profondément et attrapa son cahier, les pages remplies de gribouillages de réunions et d'idées précédentes. Le plan était simple, elle interrogerait les militaires qui avaient servi aux côtés de Léonard lors de la mission humanitaire qui était désormais devenue le centre du procès. Elle pensait que leur témoignage pourrait fournir les preuves nécessaires pour prouver son innocence. Alors qu'elle quittait son bureau, le couloir bourdonnait de chuchotements. Les collègues échangèrent des regards, leurs expressions mêlant inquiétude et pitié. Émilie sentit le poids de leurs regards mais continua. Elle ne laisserait ni la peur ni le doute l'empêcher d'accomplir sa mission. Son premier arrêt fut la caserne où étaient stationnés de nombreux anciens camarades de Léonard. Lorsqu'elle entra dans la pièce faiblement éclairée, l'atmosphère changea. Les soldats, un mélange d'anciens combattants et de jeunes recrues, levèrent les yeux avec un mélange de curiosité et d'appréhension.
Émilie s'est approchée d'un groupe rassemblé autour d'une table, leur conversation s'arrêtant à mesure qu'elle s'approchait. « Émilie » s'exclama l'un d'eux en se levant. C'était le sergent Julien Lefebvre, un homme nerveux à l'air sérieux. « Qu'est-ce qui vous amène ici? Est-ce à propos du procès? » « Oui, » répondit Émilie, la voix ferme malgré l'agitation qui l'habitait. « J'ai besoin de votre aide. Je recueille les témoignages de ceux qui ont servi auprès du général Moreau. C'est crucial pour sa défense. » L'expression de Julien s'assombrit. « Vous savez comment est Dufresne. Il fera tout pour que Léonard ait une mauvaise image. Mais je vais aider. Nous le ferons tous. » Sur ce, les soldats ont commencé à partager leurs histoires, racontant leurs expériences sous le commandement de Léonard. Chaque conte dressait le portrait d'un chef courageux, compatissant et farouchement protecteur envers ses hommes. Ils ont évoqué les nuits déchirantes passées dans cette région déchirée par la guerre, où Léonard avait risqué sa vie pour sauver les autres, se mettant souvent en danger pour assurer leur sécurité. « Tu te souviens de cette fois où nous avons été pris dans une embuscade, » dit Julien, la voix montant avec émotion. « Léonard nous a guidés à travers le feu, criant des ordres, nous gardant calmes. Il ne se souciait pas de sa propre sécurité, il voulait juste nous sortir vivants. C'est le genre de leader qu'il est. » Émilie hocha la tête, prenant des notes, le cœur gonflé de fierté. Elle savait que ces récits serviraient de fondement à leur dossier contre les accusations infondées de Dufresne. À mesure que l'après-midi avançait, Émilie ressentait un sentiment renouvelé de détermination. Les soldats se rassemblaient autour d'elle, désireux de partager leurs expériences. Elle a écouté attentivement, s'assurant de bien saisir leurs paroles. Chaque histoire était un témoignage du caractère de Léonard, un contraste saisissant avec l'image que Dufresne tentait de donner. Pendant ce temps, dans un bureau faiblement éclairé du palais de justice, le juge Lucien Dufresne rencontrait une silhouette sombre. L'homme, vêtu d'un trench-coat sombre, était assis en face de Dufresne, le visage masqué par le bord de son chapeau. « Le plan est-il toujours en cours » demanda Dufresne d'une voix basse et conspiratrice. « Bien sûr, » répondit l'homme en se penchant en avant. « Vous avez ce dont vous avez besoin? La preuve pour nuire à la réputation de Moreau ?» Dufresne eut un sourire narquois, les yeux brillants de malice. « J'ai tout ce dont j'ai besoin. Les informations que vous avez fournies garantiront qu'il est décrit comme un lâche et un fraudeur. Le public ne défendra pas un dirigeant qui manque à son devoir. » L'homme hocha la tête, satisfait. « N'oubliez pas, juge, il ne s'agit pas uniquement de Moreau. Il s'agit d'envoyer un message à quiconque ose remettre en question le statu quo. Nous ne pouvons pas laisser un homme comme lui en position de pouvoir. » Dufresne se pencha en arrière sur sa chaise, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. « Laissez-moi faire. Je ferai de lui un exemple et personne ne remettra plus en question mon autorité. » Les deux hommes échangèrent une poignée de mains conspiratrices, scellant leur pacte malveillant, alors qu'à l'extérieur, le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur menaçante sur le palais de justice. Le lendemain, Émilie revient dans la salle d'audience, armée des témoignages qu'elle avait recueillis. Elle ressentit un mélange d'anxiété et de détermination en s'asseyant. L'atmosphère était tendue, l'air chargé d'impatience alors que le procès reprenait. Le juge Dufresne était assis sur le banc, toujours aussi arrogant, ses yeux scrutant la pièce comme un prédateur à la recherche d'une proie. « Faites venir le premier témoin, » ordonna-t-il, la voix débordante de dédain. Le cœur d'Émilie s'emballait alors qu'elle se préparait à présenter son témoignage. Elle avait fait témoigner plusieurs soldats, chacun prêt à contester le récit de Dufresne. Le premier à prendre la parole fut le caporal Antoine Garcin, un jeune militaire ayant servi sous le commandement de Léonard. Pendant qu'Antoine racontait ses expériences, Émilie regardait les visages changer dans la salle d'audience. Elle pouvait voir le public commencer à se pencher, captivé par l'histoire de bravoure et de leadership. « Le général Moreau a tout risqué pour nous sauver, » dit-il d'une voix ferme malgré la pression. « Il n'abandonnerait jamais ses hommes. » Dufresne n'a cependant pas tardé à riposter. « Et pourtant, vous étiez impliqué dans une mission qui a mal tourné, n'est-ce pas? Dites-nous, ne vous a-t-il pas mis en danger ?» Antoine hésita un instant mais reprit rapidement son calme. « Non, monsieur. Il nous a dirigés avec soin et stratégie. Nous étions préparés au risque et il ne nous a jamais mis en danger sans s'assurer que nous avions une chance de réussir. » Le juge s'est moqué, rejetant le témoignage d'un geste de la main. « Je vois. Mais qu'en est-il des allégations de mauvaise conduite?
Vous ne pouvez sûrement pas nier que quelque chose s'est mal passé? Inconduite, rétorqua Antoine, la voix montant avec indignation. Nous étions là pour aider ceux qui en avaient besoin. La situation était chaotique et nous avons fait tout ce que nous pouvions pour sauver des vies. L'expression de Dufresne s'assombrit. Assez. Je ne tolérerai pas l'insubordination dans ma salle d'audience. Émilie a ressenti un élan d'espoir en voyant le public réagir aux paroles d'Antoine. Des murmures d'accord se répandirent dans la foule, signe que l'opinion publique commençait à pencher en faveur de Léonard. Elle était déterminée à poursuivre sur cette lancée. Au fil de la journée, Émilie a présenté d'autres témoins, chacun s'appuyant sur le récit de l'intégrité et de l'engagement de Léonard envers sa mission. Le vent tournait et Émilie le sentait jusque dans ses os. Cependant, elle savait que Dufresne riposterait et elle devait se préparer à tout ce qu'il pourrait lui imposer. Au fond de la salle d'audience, une silhouette émerge de l'ombre. C'était un homme vêtu d'un costume sombre, son expression illisible alors qu'il regardait les débats se dérouler. Il avait suivi le procès de près, conscient des enjeux. La salle d'audience était pleine de tension et il sentait que l'issue pourrait tout changer. Alors qu'Émilie terminait sa présentation de la journée, elle sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle avait tout fait pour défendre l'honneur de Léonard. Les témoignages des soldats ont trouvé un écho auprès du public et, pour la première fois depuis des jours, elle a ressenti de l'espoir. Mais Dufresne n'était pas du genre à reculer facilement. Alors que le marteau frappait pour ajourner le tribunal, il se pencha vers son assistant, un sourire narquois s'affichant sur son visage. « Voyons comment ils géreront le prochain tour », murmura-t-il, les yeux brillants de malice. Le décor était planté pour une bataille qui déterminerait le sort du général Léonard Moreau et révélerait la corruption profondément enracinée qui couvait dans les fondements mêmes de la justice. Alors que le procès du général Léonard Moreau se poursuivait, l'atmosphère à l'extérieur du palais de justice était chargée de tension. Jour après jour, la foule se rassemblait, brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Moreau » et « Abat Dufresne ». La presse a été implacable, retransmettant les débats en direct, ce qui n'a fait qu'intensifier l'intérêt et l'indignation du public. La conversation nationale a radicalement changé, avec des débats faisant rage sur les implications du procès, la nature de la justice et les préjugés raciaux profondément enracinés qui étaient pleinement visibles. Dans la salle d'audience, Émilie Roux sentait le poids du monde peser sur ses épaules. Chaque jour, assise à la table du plaignant, elle observait les ricanements méprisants du juge et la façon dont il exerçait son pouvoir sur Léonard comme une arme. Dufresne était implacable, profitant de chaque occasion pour dégrader Léonard, le décrivant comme un lâche et un criminel devant la nation. Le cœur d'Émilie se serrait de colère et de détermination. Elle savait qu'elle devait agir rapidement, les enjeux étaient bien trop élevés. « Émilie, il faut faire quelque chose de radical », murmure Charles, l'un des collègues officiers de Léonard qui l'a soutenu dans cette épreuve. Il avait été une source d'informations fiable, lui fournissant des informations sur la communauté militaire. Son visage était marqué par l'inquiétude alors qu'il se penchait plus près. Plus cela durera, plus ils déformeront le discours contre Léonard. « Je sais », répondit Émilie d'une voix basse mais résolue. « Mais je crois que je suis sur quelque chose. Il y a un lien entre Dufresne et cet entrepreneur qui a participé à la mission. J'ai juste besoin de creuser plus profondément. » Charles haussa un sourcil, intrigué. « Vous pensez qu'ils sont de mèche ? » ?»« Oui, dit-elle, son esprit s'emballant. Si je peux trouver des preuves qui les relient, nous pourrions avoir une chance d'inverser la tendance. J'ai quelques contacts qui pourraient m'aider. » Avec une vigueur renouvelée, Émilie quitte la salle d'audience ce jour-là, bravant la foule de manifestants à l'extérieur. Les chants de « Justice pour Moreau » lui remplissent les oreilles, alimentant sa détermination. Elle se fraya un chemin à travers la foule, son esprit bouillonnant de projets. Elle devait découvrir la vérité et dénoncer Dufresne avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain, Émilie rencontre l'un de ses contacts, un journaliste nommé Marc Dupont, réputé pour enquêter sur la corruption au sein de l'armée. Ils se sont rencontrés dans un petit café, à l'abri des regards indiscrets du palais de justice. L'atmosphère était tendue alors qu'Émilie se penchait, les yeux parcourant les alentours pour s'assurer qu'elle n'était pas entendue. « Marc, je crois que Dufresne est impliqué dans quelque chose de bien plus sinistre, » commença-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « J'ai établi un lien entre lui et un entrepreneur militaire nommé Pierre Lemaire, qui a grandement bénéficié de la mission que Léonard était accusé d'avoir mal gérée. » Les yeux de Marc s'écarquillèrent d'intérêt. « Continue. »
Le maire a eu plusieurs contrats avec l'armée, dont certains ont été attribués dans des circonstances douteuses. Je pense qu'il a joué un rôle en sabotant la mission de Léonard de brouiller les pistes. Si nous pouvons prouver ce lien, cela pourrait briser la crédibilité de Dufresne. Avez-vous des preuves? Demanda Marc en sortant un bloc-notes, prêt à prendre des notes. J'y travaille, répond Émilie, la détermination dans la voix. Mais j'ai besoin de votre aide pour approfondir les agissements de Lemaire. Pouvez-vous enquêter sur ces contrats et trouver d'éventuelles irrégularités? Marc hocha la tête, l'air sérieux. Je peux, mais nous devons agir rapidement. Le procès attire de plus en plus l'attention et Dufresne fera tout ce qui est en son pouvoir pour en garder le contrôle. En se séparant, Émilie ressentit un élan d'espoir. Si Marc pouvait dénoncer la corruption de Lemaire, cela fournirait les preuves dont elle avait besoin pour affronter Dufresne directement devant le tribunal. Elle retourna au palais de justice, le cœur battant d'impatience. Plus tard dans la journée, le procès a repris et la salle d'audience était pleine. L'ambiance était électrique, chargée de la présence de journalistes, de militaires et de simples citoyens venus assister au spectacle. Dufresne était assis sur le banc, avec une expression d'arrogance suffisante, comme s'il se croyait intouchable. Léonard était assis stoïquement à la table de l'accusé, ses yeux trahissant un mélange de défi et de désespoir. Émilie a suivi le déroulement des débats. Dufresne fit venir des témoins douteux, tous plus contestables les uns que les autres, pour témoigner contre Léonard. Les témoignages étaient remplis d'histoires fabriquées, de demi-vérités et de mensonges flagrants, tous destinés à ternir davantage la réputation de Léonard. Le juge s'est délecté du chaos, lançant occasionnellement des remarques dédaigneuses qui ont fait rire le public. Les actions du général Moreau étaient lâches, a proclamé un témoin, sa voix forte et accusatrice. Objection. Cria Émilie, sa voix coupant le bruit. Ces témoignages sont basés sur des oui-dire et n'ont aucun fondement factuel. Dufresne lui fit signe de partir avec dédain. Soutenu. Mais laissons le public se forger sa propre opinion, d'accord? Les rires qui suivirent furent comme des poignards dans le cœur d'Émilie. Elle ne pouvait pas rester silencieuse, pas quand l'honneur de Léonard était en jeu. Tandis que le procès se poursuivait, elle griffonnait des notes, son esprit bouillonnant d'idées. Après l'ajournement de l'audience, Émilie s'approche de Léonard, le cœur lourd du poids du procès. « Je travaille sur quelque chose, dit-elle, sa détermination étant évidente. Je crois que nous pouvons dénoncer la corruption de Dufresne. » Léonard leva les yeux, avec une expression d'espoir prudent. « Tu as toujours cru en moi, Émilie. Je te fais confiance. Mais nous devons être prudents. Dufresne est dangereux. »« Je sais, répondit-elle. Mais je ne le laisserai pas te détruire. Je le promets. » Les jours passèrent et le procès s'éternisa, chaque séance plus éreintante que la précédente. L'appui du public à l'égard de Léonard grandit, tout comme l'hostilité de Dufresne. Le juge semblait déterminé à anéantir tout semblant d'espoir, profitant de chaque occasion pour rabaisser Léonard et ses partisans. Vint alors la percée qu'attendait Émilie. Après des jours de recherche incessante, Marc l'a contacté pour lui annoncer une nouvelle qui lui a fait battre le cœur. Ils se sont donné rendez-vous dans un endroit isolé, loin du palais de justice. « Émilie, tu ne croiras pas ce que j'ai trouvé, » dit Marc, les yeux brillants d'excitation. Les contrats de Lemaire sont truffés de divergences. Il y a des paiements versés à des sociétés écrans qui remontent à Dufresne lui-même. C'est clairement un conflit d'intérêts. Le pouls d'Émilie s'accéléra. Ça y est. Si nous pouvons présenter cela au tribunal, nous pourrons dénoncer la corruption de Dufresne. Exactement, répondit Marc, la voix ferme. Mais nous devons être stratégiques. Dufresne tentera de l'écarter. Nous devons l'étayer par des preuves solides. Émilie hocha la tête, l'esprit rempli de possibilités. Je vais tout préparer. Nous devons le prendre au dépourvu. Le lendemain, alors que le procès reprenait, Émilie était assise avec un sentiment d'impatience palpable. Elle pouvait sentir la tension dans l'air, le public agité et avide d'un changement dans le récit. Dufresne, cependant, semblait imperturbable, son arrogance rayonnant alors qu'il convoquait un autre témoin pour témoigner contre Léonard. Émilie inspira profondément, le cœur battant à tout rompre en attendant le bon moment. Lorsque Dufresne congédia le témoin, elle se leva, d'une voix ferme et inébranlable. « Votre honneur, j'ai des preuves qui remettent en question l'intégrité de ce procès, » a-t-elle déclaré, les yeux fixés sur Dufresne, qui a haussé un sourcil avec un amusement moqueur.
j'ai découvert un lien direct entre vous et l'entrepreneur Pierre Lemaire, qui a profité de la mission sous surveillance. » Des rires ont éclaté dans la salle d'audience, mais Émilie a persévéré, sans se laisser décourager. Elle a poursuivi, « Les contrats de Lemaire contiennent des divergences qui vous ramènent à vous, votre honneur. Il s'agit clairement d'un abus de pouvoir. » Dufresne sourit en s'adossant au dossier de sa chaise. « Et quelles preuves avez-vous, mademoiselle Roux ? » De simples accusations sans preuve n'ont aucun poids devant ce tribunal. « Les preuves arrivent, » a répondu farouchement Émilie. « Mais la foule mérite de connaître la vérité sur vos liens avec Lemaire. Votre honneur, vous êtes compromis. » La foule éclata en murmures, l'agitation se répandant parmi le public alors qu'il commençait à comprendre les implications des accusations d'Émilie. L'expression de Dufresne passa de l'arrogance à l'irritation, et il claqua son marteau, exigeant l'ordre. « Mademoiselle Roux, vous vous abstiendrez de faire des réclamations sans fondement dans ma salle d'audience. » aboya-t-il, sa voix empreinte de venin. Mais le doute avait été semé, et Émilie le voyait sur les visages des personnes présentes. Le vent commençait à tourner et elle ressentit un élan d'espoir alors que les murmures devenaient plus forts. La colère de la foule envers Dufresne s'est enflammée comme une traînée de poudre, alimentée par la possibilité que le juge n'était pas le bastion de la justice qu'il se présentait. À la fin de la séance, Émilie a ressenti une montée d'adrénaline. Elle avait allumé une étincelle, et maintenant elle devait attiser les flammes. Les preuves que Marc avait rassemblées seraient son arme, et elle la manierait avec précision. Elle était déterminée à affronter à nouveau Dufresne, mais elle devait rester stratégique. Au fil des jours, à mesure que le procès se poursuivait, la tension montait. La salle d'audience était un champ de bataille et Émilie était sûre dans les rues animées de Paris, la tension autour du procès du général Léonard Moreau était à son comble. Émilie Roux, bien décidée à blanchir la réputation de son amie, était assise en face de Marc Dupont dans un café faiblement éclairé. Le bruit des tasses de café et le murmure des clients remplissaient l'air, mais ils étaient inconscients de leur environnement, concentrés uniquement sur la tâche à accomplir. Émilie se pencha, les sourcils froncés par la concentration. « Marc, nous devons creuser plus profondément » a-t-elle insisté, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Dufresne est un serpent, et si nous ne l'exposons pas maintenant, il s'en sortira indemne. » Marc, journaliste chevronné connu pour sa ténacité, acquiesça, ses doigts tapotant en rythme sur la table. « J'enquête sur le juge depuis un moment, » répondit-il d'un ton sérieux. « Il y a des rumeurs selon lesquelles un réseau de corruption lui serait lié. Mais j'ai besoin de preuves solides pour que ça tienne. Nous devons relier les points et trouver la piste de l'argent. » Les yeux d'Émilie pétillaient de détermination. « Et si nous suivions l'argent ? Si nous parvenons à découvrir qui finance le style de vie de Dufresne, nous pourrons peut-être révéler la corruption. Il est au pouvoir depuis trop longtemps et il est temps que quelqu'un le renverse. » Sur ce, ils ont élaboré une stratégie pour leurs prochaines étapes, en parcourant les documents et les conseils que Marc avait reçus. Ils ont conçu un plan pour parler avec d'anciens associés de Dufresne, dans l'espoir de glaner des informations qui pourraient les mener aux preuves dont ils avaient désespérément besoin. Émilie ressentit un élan d'espoir, chaque minute passée à se préparer les rapprochait de la vérité. Au cours des jours suivants, ils se rencontrèrent en secret, leurs liens se renforçant à chaque rencontre clandestine. Ils ont parcouru les vieux quartiers où Dufresne avait vécu, interrogeant les habitants susceptibles de détenir des informations vitales. Au fur et à mesure qu'ils approfondissaient l'enquête, ils ont découvert des rumeurs de transactions financières qui ont éveillé des soupçons, de petits montants qui semblaient inoffensifs mais pointaient vers un stratagème plus vaste. Un après-midi, alors qu'elle examinait les dossiers financiers dans le bureau exigu de Marc, Émilie s'est exclamée « Regardez ça !» Ces paiements à une entreprise de construction coïncidant avec l'époque où Dufresne présidait des dossiers concernant des contrats militaires. Les yeux de Marc s'écarquillèrent alors qu'il se penchait plus près de l'écran. « Tu as raison. Cela pourrait être la piste dont nous avons besoin. Si nous pouvons prouver que Dufresne avait un intérêt financier dans ces contrats, cela briserait sa crédibilité. » Avec une vigueur renouvelée, ils ont commencé à reconstituer une chronologie, faisant correspondre les décisions de justice de Dufresne avec les dossiers financiers qu'ils avaient rassemblés. Alors qu'ils travaillaient tard dans la nuit, un sentiment d'urgence commença à les envelopper. C'était une course contre la montre, le procès continuant à se dérouler, apportant chaque jour davantage de ridicule à Léonard et davantage de bravade de la part de Dufresne. Pendant ce temps, Dufresne, sentant la pression monter, devenait de plus en plus imprudent.
Il a affronté Émilie un après-midi devant le palais de justice, une lueur prédatrice dans les yeux. « Vous devriez connaître votre place, capitaine Roux, ricana-t-il, la voix ruisselant de mépris. Vous jouez à un jeu dangereux et je vous conseille de reculer avant de le regretter. » Émilie ne bougea pas, levant le menton d'un air de défi. « Vous avez peut-être du pouvoir dans cette salle d'audience, Dufresne, mais la justice prévaudra. On ne peut pas taire la vérité pour toujours. » Il s'approcha, envahissant son espace personnel, sa voix étant un grognement sourd. « Tu penses que tu peux me faire tomber? Tu n'es qu'un pion dans ce jeu, et j'écraserai tous ceux qui oseront me défier. » Alors qu'il s'éloignait, Émilie sentit un frisson lui parcourir le dos, mais cela ne fit qu'alimenter sa détermination. Elle refusait de laisser la peur dicter ses actions. Elle a partagé la rencontre avec Marc ce soir-là et ils ont planifié leur prochain mouvement. « Nous devons rassembler davantage de preuves, » suggéra Marc, ses doigts tambourinant sur le bureau. « Peut-être pourrions-nous trouver quelqu'un prêt à parler, un initié qui connaît les agissements de Dufresne. Nous avons besoin d'un lanceur d'alerte. » Le lendemain, il rencontre un ancien greffier du palais de justice, un homme nerveux nommé Philippe qui a travaillé sous Dufresne. Autour d'un café, il commença avec hésitation à partager ses expériences. « J'ai vu des choses que je n'aurais pas dû, balbutia-t-il en regardant autour de lui comme si les murs avaient des oreilles. Dufresne rejetterait des dossiers si cela servait ses intérêts. J'ai entendu des conversations sur l'argent changeant de main. Émilie se pencha en avant, le cœur battant. Avez-vous des preuves? Y a-t-il quelque chose qui pourrait le relier à ses activités? Philippe secoua la tête, l'air vaincu. Je suis resté silencieux trop longtemps. J'avais peur de perdre mon emploi, de ce qu'il pourrait me faire. Mais je peux vous indiquer certains documents dans les archives, des choses qui n'ont jamais été correctement classées. Fort d'une nouvelle avance, Émilie et Marc sont passés à l'action. Ils ont passé des heures à fouiller dans les dossiers poussiéreux des archives du palais de justice, à la recherche de tout ce qui pourrait corroborer les affirmations de Philippe. Chaque nouveau document découvert dressait un tableau plus clair de la corruption de Dufresne, révélant un réseau de tromperies qui s'étendait sur des années. Au fur et à mesure qu'il rassemblait davantage de preuves, le procès continuait à se dérouler aux yeux du public. Léonard était assis dans le fauteuil de l'accusé, le poids des accusations pesant sur lui comme un lourd manteau. Son cœur s'emballa en écoutant la voix moqueuse de Dufresne résonner dans la salle d'audience. « Général Moreau, niez-vous avoir mal géré les ressources lors de votre mission ?» Dufresne se moqua, ses paroles empreintes de mépris. La salle d'audience éclata de rire et les joues de Léonard rougirent d'humiliation. « J'ai fait ce qu'il fallait pour sauver des vies, » répond Léonard, d'une voix ferme malgré le tumulte qui l'entoure. « Ma mission était d'apporter de l'aide, pas de m'enrichir ou d'enrichir mon équipe. » Dufresne se pencha en avant, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. « Pourtant, vous voilà accusé de faute grave. Dites-nous, général, que ressentez-vous en sachant que vos actions ont conduit à de la souffrance ?» Léonard serra les poings, sentant la colère bouillonner en lui. « Je me sens trahi par un système qui devrait faire respecter la justice mais qui choisit au contraire de persécuter les innocents. » Au fur et à mesure que le procès avançait, Émilie et Marc travaillaient sans relâche pour finaliser leur exposé sur la corruption de Dufresne. Ils ont examiné chaque élément de preuve, déterminés à présenter des arguments convaincants qui influenceraient l'opinion publique et mettraient en lumière les méfaits de Dufresne. Enfin, le jour de la publication explosive est arrivé. Émilie et Marc se tenaient devant les bureaux du journal, l'adrénaline coulant dans leurs veines alors qu'ils se préparaient à publier leur découverte. La ville bourdonnait d'impatience et ils pouvaient sentir la tension dans l'air. « Êtes-vous prêts pour ça ?» demanda Marc en jetant un coup d'œil à Émilie, qui hocha résolument la tête. « Plus que jamais » répondit-elle, le cœur battant dans sa poitrine. « Léonard mérite ça. Il mérite d'être entendu. » Dès la publication de l'article, la réaction du public a été rapide et féroce. Les médias sociaux ont éclaté d'indignation et des manifestations ont commencé à se former devant le palais de justice, exigeant justice pour Léonard et responsabilité pour Dufresne. Dans la salle d'audience, l'attitude de Dufresne a radicalement changé à mesure que la nouvelle de l'exposé parvenait à ses oreilles. Il devint de plus en plus agité, sa façade de confiance s'effondrant sous le poids des preuves accumulées contre lui. Le public de la salle d'audience pouvait sentir le changement d'atmosphère. « Capitaine Roux » aboya Dufresne pendant une récréation, d'une voix basse et menaçante. « Vous avez commis une grave erreur. Vous avez franchi une ligne que vous ne pouvez pas franchir. » Émilie,
enhardi par le soutien du public, lui fait face avec défi. Je ne me laisserai pas intimider par vous et je ne vous laisserai pas détruire la vie de Léonard. Les gens méritent de connaître la vérité. Ses yeux se plissèrent et il fit un pas en avant, sa voix étant un murmure venimeux. Tu penses que c'est fini? Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous êtes confronté. À la reprise du procès, la tension était palpable. Léonard, déterminé à tenir bon, se prépare à prendre la parole. Le moment était venu pour lui de défendre non seulement son honneur mais aussi l'intégrité de tout ce pourquoi il s'était battu. La salle d'audience devint silencieuse alors qu'il se levait pour témoigner, le cœur battant dans la poitrine. À chaque pas qu'il faisait vers la tribune, il sentait les yeux de la nation posés sur lui. Il était prêt à se réapproprier son récit et à affronter l'homme qui avait cherché à le détruire. Mais Dufresne, toujours maître de la manipulation, était prêt à déployer ses tactiques les plus humiliantes à ce jour. Alors que Léonard prenait une profonde inspiration, il se préparait pour la bataille à venir, sachant que ce n'était que le début d'un combat qui définirait le reste de sa vie. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés et la vérité sera bientôt révélée, mais à quel prix? Le soleil était bas dans le ciel parisien, projetant une teinte dorée sur la ville alors qu'Émilie Roux et Marc Dupont étaient assis dans un petit café à 2 pas du palais de justice. L'air était chargé de tension, du genre qui bourdonnait en arrière-plan comme un courant électrique, faisant allusion à la tempête qui se préparait. Ils venaient de finaliser leur exposé sur le juge Lucien Dufresne, un article dont ils espéraient qu'il renverserait la tendance en faveur du général Léonard Moreau. « Es-tu sûr de ça ?» demanda Marc, les sourcils froncés alors qu'il remuait distraitement son café. Dufresne est puissant. Il n'appréciera pas cela. Émilie se pencha en avant, sa fougue détermination se lisait dans ses yeux. Il faut l'arrêter, Marc. Si nous ne le publions pas maintenant, nous le laissons gagner. Nous devons montrer au public qui il est vraiment. Avec un signe de tête résolu, Marc fit glisser l'article sur la table, le titre audacieux et criant à l'attention, « Corruption à la cour, les affaires obscures du juge Dufresne dévoilées ». Émilie inspira profondément, le cœur battant à tout rompre en imaginant l'impact qu'auraient leurs paroles. Plus tard dans l'après-midi, alors que le procès reprenait, l'atmosphère dans la salle d'audience bondée était électrique. Les partisans de Léonard remplissaient les bancs, leurs visages mêlés d'espoir et d'anxiété. Les rumeurs de cet exposé avaient déjà commencé à se propager dans la foule. Émilie et Marc étaient assis dans une position privilégiée, leurs yeux rivés sur Dufresne alors qu'il entrait dans la pièce, son expression un masque d'irritation. « Commande !» ordonna Dufresne, sa voix résonnant sur les murs. Mais les murmures persistaient et les yeux du juge se tournèrent vers Émilie et Marc, une lueur d'inquiétude perçant son air par ailleurs posé. « Votre honneur, j'ai des preuves cruciales qui feront la lumière sur l'intégrité de ce procès, » se leva Marc, la voix ferme. Le public se tut, son attention rivée sur lui. Émilie sentit son cœur s'emballer en regardant Marc brandir un exemplaire de leur article, les mots inscrits à la vue de tous. « Quelle est la signification de cela ?» cracha Dufresne, les yeux plissés. « Cela signifie que votre passé vous rattrape, juge. » Les gens méritent de connaître la vérité, a répondu Marc, la voix ferme malgré la tension qui crépitait dans l'air. Dufresne, pris au dépourvu, reprit rapidement son calme. C'est une tentative flagrante de saper le tribunal. Vous êtes en panne. Mais le public n'était plus silencieux. Les murmures se sont intensifiés, une vague de mécontentement déferlant sur la salle d'audience. Émilie ressentit un élan d'espoir en voyant les partisans de Léonard acquiescer, leur voix se mêlant à un cœur réclamant justice. Votre honneur, nous ne pouvons ignorer les preuves de corruption qui ont été révélées, a crié Émilie en se levant. Ce procès ne concerne pas seulement le général Moreau, il en va de l'intégrité de notre système judiciaire. Le visage de Dufresne rougit de fureur. Vous regretterez cette insubordination, mademoiselle Roux. Je ne tolérerai pas une telle insolence dans ma salle d'audience. Mais Émilie et Marc avaient allumé un incendie. Le public explose d'indignation, faisant écho aux sentiments d'Émilie. Justice pour Léonard. Scandait-il, leur voix s'élevant pour défier le poids oppressant de l'autorité de Dufresne. Le juge a frappé avec son marteau pour tenter de rétablir l'ordre, mais en vain. Le vent avait tourné. Émilie échangea un regard avec Marc, une entente silencieuse passant entre eux. Ils avaient touché une corde sensible et ils devaient capitaliser sur cet élan. Alors que le chaos persistait, Émilie savait qu'il ne pouvait pas laisser Dufresne reprendre le contrôle.
Nous avons davantage de preuves, a-t-elle déclaré en se rapprochant du banc du juge. Il existe un lien entre vous et un entrepreneur militaire qui a profité du sabotage de la mission de Léonard. Ce n'est pas seulement une question de réputation, il s'agit de vie. Les yeux de Dufresne brillaient d'un mélange de colère et de peur. Vous osez porter de telles accusations, tonna-t-il, mais le tremblement de sa voix le trahit. Le public a répondu par un chœur d'affirmation, enhardi par le courage d'Émilie. Montrez-nous la preuve. Ont-ils crié, leurs revendications résonnant dans la salle d'audience. Émilie inspira profondément, son esprit s'emballant. Je le ferai, mais je dois d'abord parler au général Moreau. Elle se tourna vers Léonard, assis tranquillement, le poids du monde sur ses épaules. Elle pouvait voir la tourmente dans ses yeux, mais aussi une lueur d'espoir. Général, nous devons nous adresser au tribunal ensemble, a-t-elle insisté, d'une voix basse mais urgente. Léonard hocha la tête et se leva. Je ne reculerai pas, Émilie. Si ce procès doit concerner mon intégrité, alors je me battrai pour cela. Avec une détermination renouvelée, ils se sont approchés du devant de la salle d'audience, côte à côte. Émilie ressentait un élan de fierté pour celui qui avait affronté tant d'adversités et qui était pourtant plus grand que jamais. Votre honneur, commença Léonard d'une voix ferme, je refuse d'être un pion dans ce jeu corrompu. J'exige l'opportunité de présenter ma version de l'histoire. La vérité prévaudra. Dufresne, visiblement secoué, tente de reprendre le contrôle. C'est inacceptable. Vous ne. Mais avant qu'il ait pu terminer, les portes de la salle d'audience se sont ouvertes et un policier est entré, sa présence appelant une attention immédiate. Les murmures se calmèrent alors que tous les regards se tournèrent vers lui. Votre honneur, a déclaré l'officier d'une voix claire alors qu'il s'approchait du banc, nous avons reçu des informations crédibles concernant les relations du juge Dufresne avec des entrepreneurs militaires et des pots-de-vin potentiels. Nous devons lui parler immédiatement. Des halètements résonnèrent dans la salle d'audience et Émilie sentit le déplacement de l'air. C'était ça, le moment qu'ils attendaient tous. Le regard de Léonard rencontra le sien et elle ressentit une montée d'adrénaline. Les gens méritent de connaître la vérité. Cria-t-elle une fois de plus, enhardie par la déclaration de l'officier. Nous défendons la justice. L'officier hocha la tête, l'air grave. Nous allons mener une enquête, votre honneur. Nous devrons vous interroger. Le visage de Dufresne pâlit, sa bravade s'effondra sous leurs yeux. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est moi le juge ici. Plus maintenant, répondit l'officier d'un ton inébranlable. Vous êtes soupçonné de corruption et d'abus de pouvoir. Nous devons vous parler maintenant. La salle d'audience éclate dans une frénésie d'acclamations et d'applaudissements, la foule se rassemblant derrière Léonard et Émilie. L'atmosphère était électrique, un sentiment palpable de victoire envahissait l'air. Alors que Dufresne est escorté hors de la salle d'audience, l'expression tordue par la colère, Émilie sent une vague d'exaltation l'envahir. Il l'avait fait. La vérité se libérait enfin des chaînes de la corruption. Mais au milieu de la célébration, elle savait que ce n'était pas encore fini. Le procès était toujours en cours et il fallait préparer le prochain témoignage de Léonard. Alors que la foule commençait à se calmer, Émilie se tourna vers Marc, un air déterminé sur le visage. Nous devons nous préparer. Dufresne n'est peut-être plus là, mais nous devons faire en sorte que le nom de Léonard soit blanchi une fois pour toutes. Bien, répondit Marc, une lueur d'excitation dans les yeux. Rassemblons tout ce que nous avons et faisons en sorte que le prochain tour soit décisif. Alors qu'il se précipitait hors de la salle d'audience, Émilie a ressenti un sentiment d'utilité renouvelé. Ils étaient à l'aube d'une victoire qui semblait si lointaine quelques jours auparavant. La bataille n'était pas terminée, mais ils avaient l'élan, et avec lui, l'opportunité de restaurer l'honneur de Léonard et de dénoncer la corruption profondément enracinée qui menaçait de le ruiner. Dans les rues animées de Paris, la nouvelle de leur triomphe se répand comme une traînée de poudre, les voix du peuple faisant écho à leur soutien à Léonard. Émilie et Marc ont agi rapidement, le cœur battant à tout rompre avec le frisson de leur mission commune. Ils ne se battaient pas seulement pour un seul homme, ils se battaient pour la justice, pour un système entaché par l'avidité et les préjugés. Alors qu'ils se préparaient à ce qui allait arriver, Émilie savait dans son cœur qu'il n'aurait de repos que lorsque la vérité prévaudrait, que Léonard Moreau se redresserait à nouveau, ininterrompu par les ombres de la corruption qui avaient tenté de l'engloutir. Ensemble, ils relèveraient tous les défis qui les attendaient, unis dans leur quête de justice.